Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table Alexandre Malafaille à ce stade. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur de Sinopia, bien sûr. On attend Gilles Boutin d'un instant à l'autre, mon confrère du Figaro. Jean-Dominique Merchet est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Journaliste spécialiste des questions militaires et stratégiques, auteur de Sommes-nous prêts pour la guerre? L'illusion de la puissance française. C'est chez Robert Laffont, si vous le voulez bien. Écoutons Vladimir Poutine. Alors, ce n'est pas pendant cette réunion avec les émissaires américains, mais juste avant, voilà ce que disait le chef du Kremlin. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, je l'ai répété 100 fois, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant, cela ne fait aucun doute. C'est quoi ça, Jean-Dominique Merchet? C'est la méthode Poutine de dire avant une réunion aussi cruciale, de toute façon, je suis là, je suis Vladimir Poutine et je suis à la tête de je ne sais pas combien d'hommes, je ne sais pas combien d'ogives nucléaires, je ne sais pas combien de sous-marins. Vous vous souvenez, à une époque, il adorait poser torse nu pour montrer sa musculature. Là, c'est ce qu'il fait d'une manière. C'est dans la rivière avec le poisson, c'est ça, quand il attrape. Eh bien, il montre ses muscles en disant je suis viril, je suis un homme, et si vous venez me chercher, vous me trouverez. Oui, enfin, c'est de la posture, sans. Alors, ça décrit une ambiance, une très sale ambiance dans les relations internationales. Mais en c'est Europe. Juste ça où on doit quand même se dire que, bah oui, quand même, il y a une réalité qui est celle de la guerre, et si ça se déclenche demain, il est le plus fort. Bien sûr, il y a la guerre en Ukraine, et puis il y a des bruits de bottes un peu partout. Donc effectivement, c'est pas rassurant, mais c'est pas non plus. Il n'est pas en train de nous déclarer la guerre ce soir en faisant ça. Ça n'est pas une déclaration de guerre. Il montre ses muscles. Ça va mieux en le disant. Alors, difficile de dire ce qui est en train de se dire entre les émissaires américains, mais Vladimir Poutine. Mais vous en conviendrez, Jean-Dominique Merchet, quand on envoie Witkoff, il y a forcément une histoire d'argent derrière. Ah, il y a une histoire d'argent. Il y a d'abord, je pense, une histoire d'argent. Toute la question, c'est de savoir si aujourd'hui, le Russe Vladimir Poutine va ramasser la mise que lui offre Donald Trump. Au fond, c'est ça. Donald Trump arrive avec une proposition quand même extrêmement généreuse d'un accord pour arrêter cette guerre et puis pour faire des affaires ensuite. Soit Vladimir Poutine dit « Ok, on tope là et au fond la guerre va s'arrêter ». Et il peut le faire ? Alors, c'est dans sa tête. La question, c'est dans sa tête, je crois. On est un peu comme au casino, vous savez. Il a sa mise, il les a, ces jetons-là qu'il a gagnés. On lui dit, tu gardes ces territoires, on pourra faire des affaires, on rétablit une relation de confiance avec les États-Unis, l'Ukraine ne sera jamais dans l'OTAN, etc. On humilie la Russie, l'Europe et évidemment l'Ukraine. Donc il a tous ces jetons. Il peut se dire, j'en veux plus encore, et repartir pour jouer encore une fois. Alors, est-ce que jusqu'où ça marche? Eh bien, ça, on ne sait pas. C'est vraiment, je crois, l'aspect de la psychologie, lorsqu'on a des régimes politiques aussi concentrés sur un seul homme, joue un rôle déterminant. La rationalité, bien sûr, il y a l'économie, les rapports de force, la stratégie, l'armée, la guerre, mais ce qu'il y a dans sa tête, ça, c'est lui qui va décider. Est-ce que là, il tope là avec Witkoff et demain avec Trump ou pas. Donc c'est absolument impossible à cette heure-ci de dire. C'est top là, et si c'est top là, c'est le renoncement à la conquête territoriale que fait Poutine. Toute l'Ukraine. Parce que de toute l'Ukraine, et peut-être de plus, parce qu'il y a ça aussi dans la balance, et beaucoup d'observateurs, notamment dans les pays baltes, qui disent qu'il ne va pas se limiter à... Oui, il renonce. En tout cas pour l'instant. Il renonce pour l'instant. Il peut se dire, je reviendrai, pour reprendre l'image que j'utilisais, il peut se dire, je reviendrai au casino demain, mais ce soir, j'ai assez gagné. Alexandre Malafaille. La guerre, c'est d'abord et avant tout un brouillard. C'est la fameuse expression, le brouillard de la guerre, qui illustre bien cette espèce de subtil mélange entre la force qui s'opère sur le terrain, puis la réalité de la force qui est celle de l'adversaire, de l'ennemi. Est-ce que vous pensez que la Russie est vraiment aujourd'hui en position de force, ou elle est quand même malgré tout fragilisée par son économie qui est pas en si bon état que ça, par ses alliances qui sont peut-être pas si solides, par l'exportation de gaz et de pétrole qui sont aujourd'hui challengées par les Américains qui font pression, et puis que finalement, comme la guerre a fait une vraie saignée au niveau de la population russe, même si l'industrie de défense tourne à fond et qu'ils ont du stock. Mais est-ce qu'ils sont vraiment si forts que ça, là, de la négo? Et finalement, est-ce que il n'y a pas une part de bluff très importante dans ce type de déclaration et dans cette démonstration de oui, ce que vous venez de dire, Alexandre, est juste. La Russie n'est pas triomphante. Elle ne triomphe pas. Tout ça est vrai, mais le problème de la guerre, c'est il y a deux camps. Et le camp ukrainien, aujourd'hui, est en moins bonne posture que le camp russe.
Il est militairement, économiquement, diplomatiquement, etc. L'Ukraine est plus faible aujourd'hui que la Russie. Ça ne veut pas dire que la Russie est super puissante. La preuve, c'est que il n'arrive pas à conquérir toutes les terres qu'il voudrait prendre. La bataille de Pokrovsk, où se concentrent les combats actuellement, dure depuis avril 2024. On parle d'une ville moyenne, de taille moyenne, n'arrive pas à la prendre. Donc non, ils ne sont pas les super-héros, la superpuissance dont tout le monde, impressionnant tout le monde, mais l'Ukraine est dans une position pire. Et c'est là que ça se joue. Gilles Boutin, que l'on salue. Bonsoir Jean-Denis Merchet. Je voudrais adopter un prisme très franco-français parce que dans l'opinion publique, on entend beaucoup aussi des inquiétudes sur le prix du soutien à l'Ukraine. Il y a diverses estimations, notamment la plus élevée, on va dire, c'est un peu plus de 8 milliards d'euros depuis entre 2022 et 2024, le tout recouvrant du matériel, des formations pour les militaires ukrainiens, et puis aussi le remplacement du matériel envoyé. Ce qui m'amène à cette question, c'est-à-dire 8 milliards sur 2 ou 3 ans. 8 milliards, attendez, d'euros, d'équivalent de soutien à l'Ukraine. De l'Union européenne. De la part de la France. Parce que, de la France uniquement. Parce que ça, les États-Unis, c'est un plan de 122 milliards. Et je crois qu'il y a une quarantaine de milliards qui ont déjà été versés. Si on utilise l'Europe, l'Europe, elle, contribue davantage que les États-Unis. À peu près comme les États-Unis. Donc 8 milliards pour la France. Je voudrais revenir à cette estimation pour la France. Au final, je reviens à cette question. Est-ce que ça coûte si cher de soutenir l'Ukraine? C'est-à-dire que lisser sur quelques années 2 milliards, qu'est-ce que c'est pour soutenir un effort de guerre? 8 milliards, c'est le prix à peu près d'un porte-avions nucléaire. Ça donne une idée. C'est un choix. C'est quand même pas de la plaisanterie. C'est un choix. Alors, après, vous savez, les modes de calcul, moi, je m'y suis un peu penché. Et parfois, quand, vous savez, quand on donne aux Ukrainiens un vieux blindé, un MX-10 qui a 30 ans, ça vaut pas grand-chose. C'est déjà bien Mais amorti. nous, on le remplace par un blindé sortant des chaînes, super neuf, super moderne, mais on estime que la somme qu'on donne à l'Ukraine, c'est le prix du matériel de remplacement, du matériel neuf. Et donc, il y a des calculs un peu bizarres. Mais alors, oui, bien sûr, si on estime que l'Ukraine défend l'Europe, 8 milliards, peut-être que ça vaut le coup. Oui, ça a sans doute valu le coup d'empêcher l'Ukraine de totalement perdre, parce que là, on aurait été mal. Là, aujourd'hui, on voit qu'on est limité dans notre capacité de soutenir l'Ukraine, financièrement, militairement. Alors, c'est pour ça qu'on en fait des tonnes politiquement, parce que, justement, on n'a pas grand-chose à donner. Mais, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est si cher ? Après, c'est un arbitrage. Moi, je pense que d'autres pays ont donné plus, l'Allemagne donne plus. Mais les Ukrainiens aujourd'hui, effectivement, ont vraiment besoin d'argent, clairement. Il y a une question d'argent également, je le disais avec Witkoff. Alors, vous dites, comment dirais-je, Donald Trump donne un pactole. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pactole ? Est-ce que ça inclut aussi, j'allais dire, un soulagement au niveau du gel des avoirs russes ? Est-ce que Donald Trump propose aussi de dire, comme on va faire du business ensemble, on va peut-être dégeler et du coup faciliter l'entrée des Russes dans plein de marchés de capitaux auxquels ils n'avaient plus accès, y compris les virements, Swift, etc. Bien sûr, oui. Vous avez remarqué que quand même tout le monde, dès qu'on rentre dans les détails, tout le monde est très très prudent sur cette histoire des avoirs russes, y compris les Français, les Allemands, se disent et si on met le doigt là-dedans, c'est-à-dire saisir de l'argent. Parce qu'on a tout entendu là-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'on doit financer la guerre, aider l'Ukraine avec les avoirs russes ? Certains, et ça a été fait, je crois, on a utilisé les intérêts. Alors les intérêts, on les a utilisés, mais le capital, on l'a laissé. Le capital, on l'a laissé parce qu'on rentrerait dans une logique qui risquerait quand même et de déstabiliser les places financières européennes. C'est pour ça, parce qu'il y a quand même cet argent, il appartient à quelqu'un. Oui, ce serait un précédent incroyable. Et donc, beaucoup d'investisseurs internationaux, des gens du Golfe par exemple, disent oui, enfin, vous êtes gentils, les Européens, mais si notre politique vous plaît pas et que vous nous piquez notre pognon, c'est pas sûr qu'on en mettra encore beaucoup chez vous. C'est ça. Vous voyez, donc il faut faire attention, quoi. Mais effectivement, dans la discussion, dans le deal, il y a évidemment des grosses questions d'argent. Le dégel des grosses questions d'argent. D'ailleurs, dans le plan qui avait été présenté en 26 points, il y avait les Américains disaient on se partage ça et on investit ensemble, voilà. Si elle dégèle, ça veut dire que reviendront dans la compétition
mondiale, des compagnies comme Gazprom, des compagnies comme des énormes, j'allais dire mastodontes industriels, pétroliers, et également des établissements bancaires russes. Et je crois qu'effectivement, un certain nombre d'entreprises européennes, françaises y compris, et le rouble ne seraient pas les dernières à vouloir retourner sur ce marché. Et le rouble, évidemment, remonterait en bourse et du coup serait plus compétitif. Et du coup, ça donne comment dirais-je, un souffle à l'économie russe qui, on le sait aujourd'hui, est en piteux état. La croissance est très faible, les taux d'intérêt sont très élevés. C'est ça, il faut prendre ça en considération. Bien entendu, ça compte dans la logique Alexandre russe. Malafay. Et ce qui est redoutable, c'est que si ça se produit, si on arrive à ça, et que les Européens n'arrivent pas à se mettre en travers, c'est une espèce d'humiliation terriblement cuisante. Mais je voudrais revenir sur un point par rapport à la situation en Ukraine. Vous avez raison de dire qu'elle n'est pas en position de force. Et vous parliez d'argent. Il y a un problème d'argent en Ukraine aujourd'hui autour du président Zelensky. Il est rattrapé par la corruption. Et ça aussi, ça le met dans une position, j'imagine, très inconfortable pour tenir sa position à la table des négociations. Et il y a là encore un envers du décor qui peut l'amener à peut-être précipiter des choses. Oui, il est affaibli. Le président Zelensky est affaibli clairement politiquement par ses affaires. Quand son principal collaborateur, qui était un homme important, un homme compétent, est obligé de démissionner pour une affaire de corruption, tout le monde comprend bien qu'il y a un vrai problème. Il y a son meilleur ami en plus, qui était son associé. Ouais. Tout le monde comprend qu'il y a un vrai problème et il n'est pas en position de force. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens, dont le président Macron, volent à son secours en le faisant venir 2 fois de suite à Paris, etc. On va écouter Emmanuel Macron qui souhaite que les Européens puissent négocier le projet de paix de Donald Trump. Il s'exprimait hier à l'Élysée. Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table, puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen. C'est intéressant ce que dit Emmanuel Macron, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que d'un côté, oui, c'est la sécurité du territoire européen, il a raison de le rappeler, mais d'un autre côté, si Steve Witkoff a envie d'aller avec ses émissaires américains voir directement Poutine. Comment peut-on l'en empêcher ? Moi, je me souviens d'un dessin humoristique, je ne sais plus dans quel, je crois que c'était dans l'Opinion, où il y avait le sommet à l'Alaska, et il y avait une petite cabane enneigée dans laquelle on voyait avec une petite loupiote, une petite bougie, Trump et Poutine, et puis tu avais Emmanuel Macron à la fenêtre dans une espèce de pelisse, enfin un truc très 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 chaud qui dit ouvre-moi, ouvre-moi. Mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. Bien sûr. Et ça n'arrange pas les affaires de la France, parce qu'en termes de crédibilité, là Emmanuel Macron dit, c'est ça qu'il dit. Bien sûr. Il dit laissez-moi entrer dans les négociations. Et en fait, ils en ont rien à fiche, les autres. On veut une place autour de la table. Voilà. Mais what for ? Voilà. Et alors, on a vu la dernière fois la place autour de la table. On a vu, il y a eu cette place, c'était à la Maison Blanche à Washington, avec cette scène incroyable des dirigeants européens réunis autour d'un Trump imperator. Et voilà. Donc, on veut simplement avoir une petite place autour de la table. Ça décrit le monde réel, c'est-à-dire un monde dans lequel la France et l'Europe sont affaiblies. Une dernière question courte, Gilles Boutin. Ces discussions américano-russes génèrent beaucoup de fébrilité au point qu'on a l'impression que tout va se décider uniquement entre eux. Mais on a quand même tendance à oublier que sans l'accord de l'Ukraine, il n'y aura pas, a priori, de paix. Et quand bien même ils sont affaiblis, quand bien même Volodymyr Zelensky est lui-même affaibli par des affaires de corruption dans son entourage, ça reste l'énergie du désespoir qui guide à la fois cet homme et la majorité d'Ukrainiens. Ce qui amène une question, c'est qu'est-ce qui matériellement ferait que Volodymyr Zelensky et l'Ukraine dans son ensemble, malgré toute leur volonté, n'auraient d'autre choix que de se soumettre, puisqu'il s'agit bien de soumission. Ça, c'est une question courte d'un journaliste de presse écrite, vous voyez. Eh bien, écoutez, réponse d'un ancien journaliste de presse écrite. En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas comment la société ukrainienne va réagir. On comprend quand même que Zelensky n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, ni à l'international, ni chez lui. Donc, son avenir politique est quand même en pointillé, on va dire. Mais, vous savez, à un moment, l'Ukraine était épuisée par cette guerre. Il ne faut pas se tromper. Et donc, à un moment, si on dit stop, on verra comment on se reconstruit. Et puis, si on partira à la conquête de notre territoire dans 5 ans, peut-être que ça, ce sera jouable. Merci Jean-Dominique Merchet d'avoir été en direct sur